Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la Loi des séries. Très heureux d'être en votre compagnie pour passer en revue encore une fois l'actualité des séries. Encore une fois, un succès de séries qu'on aime. Ça fait du bien. Comment ça va, Nora ? Ça va très bien, et toi ? T'as beaucoup pleuré, tu m'as dit. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Et ça fait du bien ? Oui. Et ça fait du bien. Bah oui. Non, j'ai beaucoup ri aussi. Mais j'avoue, il y a 2-3 moments où... Ça s'appelle Les Randonneuses. C'est le nouveau succès de TF1. On peut le dire maintenant, parce que nous, on y croyait avant, mais enfin, tant que l'audience n'est pas là, une série qui parle de cancer. Évidemment qu'au départ, ça peut faire flipper. Et le public a été au rendez-vous. 4,7 millions sur le premier épisode de cette série. Ça fait plaisir. Les Randonneuses tous les lundis soirs pendant 3 semaines. Et on accueille pour en parler cette créatrice dont, à mon avis, maintenant, ça y est, elle s'est installée dans le paysage audiovisuel. On va commencer à en parler. Mais j'ai toujours peur à chaque fois que je la prononce de d'écorcher son nom. Donc je me munis de mon papier. Riedberger. Bah non. Riedberger. Voilà. En français, quoi. Pas grave, on m'a appelé Riedberger pendant toute ma scolarité. Riedberger, Fanny Riedberger, formidable créatrice des Randonneuses et de Toulouse-Lautrec, évidemment l'autre carton de TF1, et l'une de ces sportives ascensionnelles là, de l'extrême, Tiffaine Davieux qui est avec nous. Bonsoir. Non, Daviotte, Tiffaine Daviotte. Non, je rigole, c'était juste pour elle. Tu vas me la faire. Tu es venu un certain nombre de fois. C'est vrai. Et je sais que ce n'est pas Daviotte. J'ai jamais osé te le dire avant, c'est pour ça. Ceci dit, puisque tu me cherches, ce sera Daviotte pendant toute l'émission. Okay. Et ça t'apprendra. Voilà. Tiffaine Davieux donc, était avec nous. On va parler longuement de cette belle série proposée sur TF1. Dans la deuxième partie de l'émission, on accueillera un artiste qui est actuellement sur scène et qui a le don d'énerver tous ceux avec qui il se retrouve en présence tellement il est fort. Il s'appelle Larsen. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et je suis sûr que vous allez l'adopter. C'est cette nouvelle génération de magiciens qui mélange magicien et humour sur scène. Et ça fait vraiment du bien. Vous le découvrirez tout à l'heure. Dans un instant, donc, Les Randonneuses. Mais auparavant, c'est une des nouvelles séries en coproduction qui va arriver cette fois-ci sur France Télévisions. Ce sera au mois de juin prochain. Ça démarre le 5 juin. Et voici un petit teaser. Elle était elle aussi présentée à Série Mania. Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes. Les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent. Quelque chose se sert des océans comme d'une arme contre nous. Inédit. Abyss, votre série événement, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ça s'appelle The Swarm en version originale, Abyss en version française, avec donc notamment Cécile de France, mais c'est un casting international. Les océans se vengent de l'espèce humaine et déchaînent la nature contre eux. Qui dirige cette révolte des océans vous allez le découvrir dans ces 8 épisodes de 52 minutes qui seront diffusés sur France 2 à partir du 5 juin prochain. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais on repart dans un endroit qui est tout aussi beau. Visuellement, il faut quand même le dire, la série, visuellement, en plus d'être bien écrite, elle claque. Les décors sont somptueux. Et pourtant, je pense que vous en avez bavé en termes de tournage. Ça s'appelle Les Randonneuses. Ça a démarré lundi dernier. Vous découvrirez la semaine prochaine les épisodes 3 et 4. Et voici la bande-annonce. Elle est là. Ah, Karen. Il y a eu un problème de réservation. C'est pas grave si on n'est pas tout ensemble. Mais soyez sympa, elles ont un concert. C'est un enterrement de vie de jeune fille ou... Presque. C'est quoi ça? Si je vous avais prévenu pour l'urne et pour leur cancer, vous auriez accepté de nous emmener avec vous? Vous vous rendez pas compte, hein, même pour des gens bien portants, ça reste une ascension difficile. Les trucs difficiles, ça nous connaît en fait. Ça nous connaît même bien. Écoutez le silence. C'est super calme, ouais. C'est pas génial? Jonathan, célibataire. Patty, lesbienne. Vous êtes copine de boulot du coup? De chimio. Il y a un ours dans le coin. C'est une blague? Tout va bien? Non. Vous devriez essayer les filles, hein. C'est dingue ce que ça fait. On n'est pas rendu là, hein? Noémie! Avec Pablo, on a pas mal réfléchi et... Les filles, vous n'irez pas plus haut, on a appelé l'hélico, vous redescendez demain. Voilà. C'est une blague? Non. C'est quoi le problème? Enfin, on va pas abandonner maintenant, il reste un seul jour.
Les Randonneuses. Ça arrive c'est sur TF1 depuis lundi dernier. Je vais être totalement transparent avec vous. C'est vrai que sur le papier, quand j'ai vu arriver ce projet, j'ai dit mais ça c'est un concept de film, c'est pas un concept de série. On se dit comment on fait tenir simplement une randonnée entre 6 femmes sur une série au long cours, sur 6 épisodes. Ça va s'étirer, ça va. Et en fait, non, pas du tout. Mais j'imagine que ça, c'est des questions qu'on se pose au départ quand on crée ce projet. Alors oui, c'était le pari. Moi, la première, je me demandais si on pouvait étirer. Et d'ailleurs, ça s'appelait 8 femmes au sommet, donc c'était même un 8 x 52 au départ. Et je pense que la chaîne avait quand même quelques doutes parce qu'il y a ce fantasme un peu chronique. C'est des femmes qui vont faire une ascension. On a du mal à se dire comment on va tenir. Et il y a eu cette idée de faire une narration à la Lost, donc de faire un épisode une femme, même si c'est extrêmement chronique à chaque fois, à chaque épisode, mais la lumière sur l'une d'entre elles avec des flashbacks, donc on rentre dans leur foyer, leur intimité, et ça nous permet de raconter aussi plein de facettes des dommages collatéraux du cancer. Et donc mon angoisse après, c'était que la chaîne, par crainte complètement légitime, vous êtes la première à en parler, nous demande de mettre un tueur en série à la montagne. C'était vraiment, je me suis dit, on va avoir peur, on va se dire c'est des femmes qui marchent dans la neige, ça va où ? Et on nous a fait confiance et il se trouve que la magie a opéré parce que j'ai pas l'impression qu'on s'embête. Il y a beaucoup de mystères qui viennent aussi quand même muscler la narration et donner des cliffs assez conséquents, mais on s'est efforcé et avec la confiance de la chaîne et on a réussi à le faire, à rester sur les aspérités de ces femmes et de traiter du sujet sans utiliser des artifices rocambolesques qui nous auraient quand même éloignés du thème principal, je pense. Dès qu'on parle de création de séries dans cette émission, ou d'ailleurs dans des festivals, on se dit la difficulté, c'est de comprendre, d'être en adéquation entre le concept qu'on veut défendre et la chaîne sur laquelle on le propose. Et moi, ce qui m'a fasciné en voyant cette série, c'est que je me suis dit, en fait, en voilà une qui a tout compris. En voilà une qui a tout compris sur la façon, justement, d'être sur une chaîne commerciale, TF1, etc., et de lui proposer précisément ce qu'elle a envie de voir, et en même temps, de faire un pas de côté pour proposer ce qu'elle a envie de proposer. Et cette adéquation entre les deux, je trouve que c'est ça qui fait que la série match aussi bien. Mais c'est pas facile à faire, j'imagine. Non, c'est pas facile. Après, je suis accompagné. Peut-être que mon fantasme du départ n'aurait pas plu au public de TF1, mais c'est-à-dire que j'y vais avec mon envie, avec cette conviction de vouloir raconter et parler d'un sujet. Je suis suivi, accompagné, et je fais aussi des pas de côté pour rentrer dans une certaine grammaire, une ligne éditoriale. Enfin, l'idée, c'est que ça soit vu, pas que je me fasse plaisir toute seule. Et j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver, comme Toulouse-Lautrec, cette magie. Il y a un petit pas de côté quand même pour la chaîne. Je pense encore plus à Toulouse-Lautrec qu'à Randonneuse, si ce n'est le culot de la chaîne d'avoir été sur des sujets pareils, parce que c'est assez audacieux. Et voilà, c'est un travail main dans la main qui donne ces deux projets, en tout cas. Avec une super distribution, toutes les actrices sont géniales. On aurait aimé avoir Tiffaine Daviot, on doit se contenter de Tiffaine Daviot, c'est dommage. Mais on va en reparler dans un instant, c'est comédienne. Mais Nora, justement, je disais tout à l'heure, je te chambrais, tu me disais j'arrête pas de pleurer quand tu m'as vu la série. Ouais. Mais voilà, mais qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi j'ai pleuré ou enfin tout pourquoi en fait. Tout non mais en fait j'ai plus pleuré dans les moments qui ne concernaient pas le cancer en fait. Donc j'ai pas vraiment pleuré à cause de la maladie, c'est très mal dit ça. Mais mais c'était plutôt les relations humaines entre elles et c'est ça vraiment je trouve qui te porte aux tripes parce que en fait la maladie, tu regardes une série sur le cancer, tu sais quand même que ça va traiter de la maladie, sinon il y a un problème de pitch quoi. Mais c'est ce rapport entre chacune, certaines qui se connaissent plus que d'autres, qui se découvrent, qu'est-ce qu'elles cachent. J'essaie vraiment de ne pas spoiler. Donc je prends vachement sur moi. Après, il n'y a pas un serial killer qui va arriver, donc tu es tranquille. Non, mais les spoils auxquels je pense sont beaucoup plus intéressants qu'un serial killer, pardon. Et leur rapport, en fait, à tous les autres aspects de femmes, hors le cancer. Et en fait, c'est là où ça te prend aux tripes, ça te tord le ventre, en fait. J'ai pas spoilé. T'as pas spoilé, c'est parfait. C'est pas évident. Mais Tiffaine, toi, justement, qu'est-ce qui t'a convaincu, au-delà du fait que, justement, pour une fois, il n'y avait pas un polar et un meurtre qui surveille dans les 2 premières minutes, quoi qu'il y ait une tentative d'assassinat, mais enfin, ça reste une flic, quand même. Et tu restes une flic, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu ? Parce que c'est vrai que cette série... C'est ce qu'on se dit, quand on en parle même à Série Mania quand elle est venue, on se dit, bon bah ouais, il y a à peu près toutes les clés qui font que ça peut rebuter, que ça peut faire peur.
Moi, j'avoue qu'au départ, quand j'ai su que c'était sur le cancer du sein, entre autres, je me suis dit, oula, c'est waouh, gros sujet et grosse attente du coup. Et j'ai été hyper impressionnée par l'écriture en fait. D'abord parce que je lâchais pas le truc et que je l'ai lu très rapidement et que c'est quand même du 6x52, c'est long à lire. et que en fait, j'étais hyper surprise parce qu'effectivement, il y a plein de secrets, il y a plein de cliffs et tout auxquels je m'attendais pas du tout. Et ça, c'est très agréable. En tant que public, je trouve, d'être surpris de ne pas t'attendre aux choses. Parce que parfois, souvent, on te dit, allez, je vois le truc venir et tout. Et là, c'est cool parce que j'étais là, oh wow. Alors celui-là, il était bien caché, bien foutu. Et au-delà de ça, le ton, c'est-à-dire qu'à la fois, je trouve qu'ils en parlent vraiment. Donc, on voit les crânes rasés, on voit les cicatrices de sein, ça parle de ce que fait la chimio, ça parle de plein de choses dont je pense qu'on n'a pas tellement conscience quand on ne le vit pas. Ça parle aussi de comment les proches le vivent, comment on le cache à ses proches, comment on a peur des proches, comment la maladresse aussi. Enfin, je trouve que ça parle de plein de choses autour de la maladie, mais en plus, ça en parle avec beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de cynisme aussi au bon endroit, et donc c'est hyper solaire. Et donc tous ces éléments-là, comme ça, plus 5 autres actrices chambées, ça donne hyper envie, quoi. Et puis donc il y a quand même beaucoup de points positifs. La montagne aussi, qui est aussi un personnage. C'est Frédéric Berth qui est à la réalisation. C'est magnifiquement filmé, c'est-à-dire que c'est incroyable. Les plans sont à tomber par terre, il faut quand même le dire, ce qui participe pour beaucoup à cet univers-là. On se croit dans des films un peu d'action comme Vertical Limit ou des choses comme ça. Enfin, c'est magnifique, c'est splendide. On parle évidemment de ces 6 femmes. Il y a aussi les hommes qui sont derrière et qui sont extrêmement drôles, avec un gros coup de cœur pour Baptiste Le Caplin que je trouve hilarant. On peut citer aussi Elsa Linguini qui n'est pas là. Enfin, elle est là, mais elle n'est pas là. Mais on la voit dans les flashbacks. Et puis notamment aussi Rebecca Benamor qui joue le rôle de la fille justement de Elsa et qui a des séquences qui sont aussi extrêmement fortes. C'est pas évident de faire tout habiter comme ça dans un huis clos quasiment, parce que c'est un huis clos la montagne. Donc, et en même temps de faire vivre ces personnages et de leur donner une épaisseur. Non, c'est sûr que c'est une écriture minutieuse. J'ai été extrêmement bien accompagnée d'Anna Frigonnet, Sylvie Hautecoeur et d'une grosse équipe d'auteurs. Ça a été un long travail d'écriture parce que c'est de la dentelle. Voilà. Déjà, écrire une série chorale, c'est compliqué. Qui plus est, quand on veut raconter à chaque fois une histoire par épisode, d'éviter le côté chronophage aussi, et de faire vivre ces garçons ils le disent très gentiment en disant qu'ils sont là pour servir l'histoire, mais plus que ça. Et de gérer la dramédie qui est quand même une tonalité particulière. On pleure beaucoup, certes, mais on pleure à la hauteur du rire, et c'est ça qui est très fort, ces espèces de montagnes russes des émotions, moi que j'adore. Mais s'il y a trop de rire, on vient empiéter sur le sujet dont on veut parler. Si c'est trop drama, c'est pas ce qu'on a vendu. J'ai l'impression qu'un 6x52 sur le cancer n'aurait peut-être pas été vendu. Parce que c'est un peu compliqué, en prime, il y a des longs métrages là-dessus, et donc c'est tout un mélange, et notamment ce personnage principal qui est la montagne, qui est extrêmement important. On aurait tourné en intérieur, tout ça n'aurait pas été la même histoire. Je pense que ça nous permet aussi d'avoir une ouverture, ça raconte l'histoire, c'est une transcendance, c'est la beauté, c'est joyeux, c'est vivant, et donc c'est sûr que ce décor était très important. Et comment on gère justement, parce qu'il y a 5 comédiennes pour qui on ne connaît pas leur rapport à cette maladie-là. Il y en a une dont on le sait, Clémentine Célarié. Comment quand le réel vient percuter l'écriture Ça vient percuter tout le monde, malheureusement. C'est assez étonnant. Moi, la série, je l'ai faite pour lever les tabous du mot, ne serait-ce que du mot cancer, parce qu'on est malheureusement tous touchés de près ou de loin, et le pourcentage de la population est assez dingue. Et quand j'ai commencé cette série, c'était hallucinant. Je travaillais avec des gens depuis 2 semaines sur cette série. J'apprenais qu'un tel avait eu un cancer, un tel avait eu un cancer, un tel avait perdu sa mère, un tel... Enfin, c'est colossal. Et donc, ça vient nous toucher. Moi, la première, parce que j'ai écrit cette série parce que j'ai été touchée très jeune par cette maladie, ayant perdu ma mère d'un cancer. En fait, tout le monde était plus ou moins touché. Et donc, ça vient nourrir. Je sais que Clémentine, ça a dû être assez... j'ose imaginer que ça a été assez particulier. Je pense qu'elle a eu une grande fierté. Ça lui a fait beaucoup de bien de faire cette série. Mais il y a certaines scènes où je pense à elle en tant que femme. La scène où elle a les résultats, voilà. Ouais. Donc je ne dirais pas, en pleine montagne, elle a du mal à joindre son oncologue parce qu'elle a des problèmes de réseau. Je me dis, mais ça doit lui rappeler des choses inouïes. Et l'épisode 2 qui est centré sur elle est incroyable. Elle est phénoménale. Et tu sais, c'est elle qui dit, quand ils sont à table...
j'arrive plus à me rappeler ce quel épisode, je suis désolée. Quand il est sur la table, c'est elle qui dit vous pouvez dire le mot, quoi. Ouais. Dit appel. Parce que Lucien Jean-Baptiste a beaucoup oui, de mal toute la série. Et d'ailleurs, on a toujours le mal, c'est-à-dire que Bien sûr. quand on parle du cancer, on dit une longue maladie. Enfin, c'est... On dit rarement qu'on a un cancer. C'est Clémentine Serré qui le dit en premier. Dans les dîners, on me demande si ça va. Elle dit pas oui, ça va, mais j'ai un cancer. Enfin, c'est quelque chose qui est tabou, très pudique et qui isole en fait de facto. Parce que si on en parlait, on se rendrait compte qu'on n'est pas seul. C'est ce que raconte aussi un peu la série. C'est cette sororité fait qu'il y a une force inouïe qui émane du groupe. Il y a quand même quelqu'un à la sortie de la Projo à Série Mania, une dame très gentille qui est venue me voir les larmes aux yeux parce qu'elle avait été extrêmement touchée par la série. Elle dit et ce groupe, ça donne presque envie d'avoir un cancer. Ouais, alors, je ne suis pas sûre. Non, mais voilà, non, voilà. Mais cette solidarité, c'est important. Voilà, cette solidarité est importante et en même temps, elle n'exclut personne. C'est la force de cette sororité qui explose devant nous et qui fait tant de bien. Comment tu décrirais, Fanny, l'écriture particulière du scénario notamment de la série créée par Fanny, parce que c'est vrai qu'on voit, on l'a dit, à Série Mania, on l'a dit aussi, on l'a souligné, il y a une plume particulière, un univers particulier. Comment tu le ressens toi en tant que comédienne? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rafraîchissant par rapport à ce que je peux dire habituellement. Je trouve que là, c'est vraiment hyper bien maîtrisé, justement, ce côté dramédie, de passer du rire aux larmes, etc. Et que c'est très généreux dans les deux. Moi, ça, j'aime beaucoup aussi. C'est-à-dire que quand on y va dans le drama, quand il y a vraiment des séquences. Mais quand il y a aussi, c'est que le rire peut être caustique, il peut être un peu violent presque, il peut être fort. Enfin, ça, moi, j'aime bien parce que du coup, ça donne des... Voilà, on n'est pas dans un truc comme ça, c'est au moins ça y va. C'est très généreux, et ça, c'est chouette. Et il y a une vraie modernité, et puis il y a quelque chose de très agréable où il y a un truc du travail bien fait. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que moi, je lis le truc, je sais tout de suite, je vois tout de suite ce qu'on peut jouer dedans, faire, là où on va s'amuser. Enfin, il y a quelque chose d'assez ludique en tant qu'actrice. Il y a vraiment un truc où on se dit ouh, j'ai hâte de cette séquence. Ça va être génial. J'ai hâte de cette... Voilà, c'est ça. Et ça, c'est gourmand, quoi. En l'espace de 2 séries, en tout cas, Fanny Riedberger, j'ai essayé cette fois-ci, s'est imposée comme une autrice qu'il faudra surveiller et qu'on aime surveiller. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois sur TF1. Tous, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'établissement, première règle de base, ici on ne dépasse pas les 130 km/h dans les couloirs. Merci. Oh, les cascadeurs. C'est comment? Raconte. C'est juste l'enfer, quoi. C'est quoi cette histoire de référent? Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner. C'est la jeune femme qui est là. C'est une blague? C'est pas une blague. C'est quoi ton putain de problème? Je te donne une chance. Tu la prends pas, je te fais la misère. T'es con ou quoi? T'es con et tu vas retourner dans ton bled. Non mais attends, t'as vu la voix que t'as, toi? On dirait Pikachu. Mais t'es sérieux? Repars-toi, chérie. C'est vraiment que le début de tes envers. Lycée, Toulouse-Lautrec et notamment, alors évidemment Chine Thibault qu'on a reçu ici, mais la révélation de cette série qui est Nesmerade, qui est une actrice absolument formidable. Mais là encore une fois, avec cette série-là, on avait découvert un peu ton univers, Fanny, cet univers qui est de s'emparer de sujets. En règle générale, c'est quoi ton défi quand tu crées une série? C'est de te dire, tiens, prenons le sujet qui normalement ne se fait pas en télévision, et puis allons-y, proposons-le et imposons-le de manière à ce que ça passe justement. Non, pas du tout, parce que je pense que si je me disais ça, j'irais à recul. Non, c'est des convictions. Alors, il se trouve que dans les 2 séries, c'est des choses que je connaissais assez bien, parce que j'ai intégré le lycée Toulouse-Lautrec. Qui est un lycée qui existe vraiment. Absolument, à Vaucresson. Donc, c'est le personnage de Victoire est exactement ce que j'ai vécu. Du moins, les 2 premiers épisodes sont assez fidèles à mon intimité. Et je me dis, il faut raconter ces histoires. Voilà, il y a quelque chose, c'est presque mon devoir. Je suis créatrice, scénariste, j'ai le droit, la possibilité de vendre une série. Je me dis, mais je ne peux pas faire ça, c'est trop important. Et après, ça me guide et c'est des petites batailles, c'est des longues batailles. Et c'est vrai que c'est des sujets, au demeurant, peut-être un petit peu flippants pour des diffuseurs, mais je suis ravie et encore plus de voir que les gens sont au rendez-vous. C'est assez... Ça, c'est une fierté, mais surtout un grand plaisir de me dire que peut-être que 15 millions de téléspectateurs qui ont regardé Toulouse-Lautrec aujourd'hui, quand ils verront un fauteuil roulant dans la rue, souriront et tourneront pas la tête. C'est inouï de se raconter ça. Et le cancer, pareil, de se dire que y a peut-être un gamin de 20 ans, l'âge que j'avais quand j'ai perdu ma mère, qui pourrait allumer TF1 en disant c'est pas lui qui gagne toujours, je suis pas seul, il y a d'autres gens. C'est plus des convictions que des paris fous de me dire je vais aller raconter des sujets qui...
C'est plus ça. Non mais c'est vrai que c'est en général, on sait ce qu'on dit quand on parle des scénarios, c'est un peu tout ce qu'il faut... En principe, on fait pas en télé parce que c'est soi-disant anxiogène et que ça fait peur à la ménagère. Et là, voilà, on se dit que c'est absolument génial. Pardon, mais ce que tu nous as montré avant faisait beaucoup plus peur à la ménagère. Voilà, t'es d'accord? Le petit crabe qu'avant, c'est tout. Non, ça, la ménagère que je suis n'ira pas. D'ailleurs, le tournage de la saison 2 est en cours, je crois, Absolument. en ce moment. C'est la différence, évidemment, avec les randonneuses. C'est que, a priori, on est plutôt sur de la mini-série. A priori, on est sur de la mini-série. J'aime bien. Elle utilise des sciences et je sens qu'elle s'est pas dit a priori. On pourrait imaginer une histoire d'homme. On pourrait imaginer plein de choses. On pourrait imaginer en tout cas que traiter d'un sujet important et de le traiter avec un casting choral, moi j'y ai trouvé un grand plaisir et que voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Donc a priori c'est une mini-série. Voilà. A priori. Du coup, ça peut devenir une collection. Ça peut devenir Exactement. une collection. Ça pourrait devenir une collection. Donc ok, ça va devenir une collection. Soyez au rendez-vous des prochains épisodes, en tout cas, parce qu'il y a besoin, ce genre de sujets ont besoin d'être abordés et d'être nommés clairement. Ça te donne envie de retravailler avec Fanny, Pas du tout. Tiffen, justement. Mais évidemment, oui, à fond. Moi, je trouve que c'est des très beaux projets. J'aime beaucoup comment elle en parle. Je pense aussi pourquoi ils sont aussi beaux et forts, c'est parce que je pense que tout ce que tu mets dedans, à toi d'intime et de personnel, je pense que quand on est créateur-auteur, il y a toujours quelque chose de soi. Donc c'est justement ça qui fait, par rapport à parfois d'autres projets peut-être moins casse-gueule aussi, mais où il y a moins d'honnêteté dedans, qui font que c'est un peu bancal. Mais je pense que dès que ça vient du cœur, sans vouloir être naïve, moi je trouve que c'est ça qui fait toute la diff. Donc oui, moi je vois Toulouse-Lautrec aussi, enfin je lui ai dit, je m'en cache pas, je la trouve extrêmement talentueuse. Je suis très très contente qu'il y ait des projets comme ça qui se fassent et je suis contente qu'elle existe à pousser ces trucs-là parce qu'en plus elle a une énergie, quand même une nana communicatrice. c'est guerrière quoi. Pour avoir été avec eux sur scène à la fois à La Rochelle et à Sérimania, effectivement, elle en impose et on manque d'auteurs identifiés dans la fiction française, et alors des autrices encore plus, et je trouve que c'est bien qu'en 2 séries comme ça, donc vivement la 3e. Oula. Elle arrive quand la 3e là? Il faut s'y mettre, madame. Je suis en tournage. C'est vrai? Oui, je fais l'adaptation des Enfants sont rois de Delphine de Vigan sur Disney. Oui, évidemment, c'est tranquille facile. comme ça. Tranquille. Non, mais j'y suis quoi. Madame est déjà sur Disney+, ça y est. Bon voilà. Écoutez, on a bien fait de la booker maintenant. Je ne suis pas sûr qu'elle sera bookable très bientôt. En tout cas, là, les randonnées, ça continue. On va y revenir. Il y a Lycée Toulouse-Lautrec qui se tourne et on attend avec tellement d'impatience cette saison 2 de cette série qui était formidable. Parce que voilà, c'était un vrai coup de cœur de ce début d'année et on attend vraiment que la suite arrive et de retrouver ces comédiens qui étaient tous géniaux. Un moment très émotionnel à La Rochelle. Quand vous êtes monté sur scène avec tous qui étaient là, c'était assez fou. Non, c'était irréel parce que je crois que mon cerveau n'avait jamais enregistré l'idée que j'allais être diffusée. J'ai fait ma série. Madame, vraiment, j'ai fait ma série et déjà d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, que ça soit les PAD soient rendus et La Rochelle, on est tous ces gamins là-bas. C'était exceptionnel. Voilà, c'était génial. Ness qui changeait de robe 8 fois par jour pour prendre des photos sur la croisette. Elle est influenceuse aussi. Ouais. Et c'est vrai que le prix, c'était fou quoi. C'était justifié. Merci. Prix du public. Prix de la meilleure série, exactement, de 52 minutes à La Rochelle. Et là, c'était vraiment... Il n'y avait pas de discussion dans la salle, tout le monde était d'accord. Donc voilà. Et là, les randonneuses, il y a eu un très très bon accueil aussi à Sérimania. Et le prix Clémentine. Oui. Et évidemment, le prix pour Clémentine. Mais enfin, c'est vrai que c'est toujours bien que dans un grand festival, des séries aussi de TF1 puissent être récompensées. On va continuer dans un instant. On va accueillir un artiste qui va nous rejoindre, qui est actuellement sur scène, qui s'appelle Larsen. Auparavant, je voudrais vous présenter une série. Elle va arriver là, une série d'animation. Ça change un peu. Qui va arriver à la fin du mois aux États-Unis sur HBO Max, donc on espère assez vite en France. J'avoue que je l'attends avec impatience, mais je ne sais pas quoi en penser. Mais voici le petit teaser et on en parle après. Grandpa, where are we? You need to discover the world's mysteries. Magic is all around us. There's no such thing. Gather round. I bring you a creature only whispered about in myth and legend. It can't be. That is a Mogwai. Wow. No mortal has seen one for centuries. They might look cute, Gizmo. Hi, Gizmo. I'm Sam. but this species is wildly dangerous. Is that true? How dangerous can they be?
Somebody else has concerns. You must return him to his home. I'm coming with you. Wonderful. We have a map that no one understands except a magical squirrel that speaks gibberish. I'm guessing this doesn't translate to everything's fine. Look at you. He would do anything to get these Mogwai. Go get him, Sam. That creature will be mine. Come get us! You know Kung Fu? Voilà, ça s'appelle Les Secrets du Mogwai. Gizmo, les Gremlins qui débarquent en série. Et c'est un préquel du film de sortie en 84, signé Joe Dante. Vous allez, si vous vous souvenez du vieux monsieur qui ne veut pas vendre le Mogwai, eh bien c'est son aventure que vous allez découvrir. C'est lui qui est tout jeune dans les années 20 dans la Chine impériale. Voilà, on attend ça avec impatience en tout cas de découvrir cet univers-là. En attendant peut-être un hypothétique Gremlins 3 au cinéma que nous aussi on attend avec impatience. Et en tout cas ce sera bientôt en France. Si on l'espère cette série, Les Secrets du Mogwai. On passe à notre invité, il va nous rejoindre dans un instant en studio. Il est actuellement sur scène, il est redoutable, il est d'une efficacité incroyable, il vous retourne la tête en 2 secondes 3. Va-t-il y arriver dans ce studio? Je ne sais pas, il s'appelle Larsen et voici la bande-annonce de son spectacle. À 3 et seulement à 3, vous regardez, vous y pensez. 1, 2, 3, pensez à la carte. Gentil Sylvie, si vous pouviez penser juste à la couleur de la carte. En même temps, je ne l'ai pas choisi par hasard. Hein. Bon. Alors j'ai qu'un seul mot, c'est marivaudage. Un mouvement comme ça, et puis Je n'ose penser à rien. Il vient de rentrer dans ce studio, je n'ose penser à rien. J'ai peur qu'il découvre mes travers. Je sais déjà. Je crains rien, c'est bon, la police ne va pas m'arrêter, docteur. Non. Tout va bien. À la Gaîté Montparnasse depuis le 16 mai, donc c'est récent. Tout à fait, depuis 3 jours, ouais. Ouais, ça va? On se sent bien? Ouais, je suis en pleine forme. Ouais. Ça se voit, non? Depuis ce matin, 6h, j'enchaîne les émissions de télé, donc... Il y a le fauteuil qui vous dérange peut-être un petit peu, j'ai l'impression. Non, ça va aller, ça va aller. Mais il faut vous rapprocher, je vous en prie, attendez. On va s'installer, voilà. Tranquillement. Le teaser était exceptionnellement efficace. Il y avait d'ailleurs un autre teaser où vous avez plein de stars qui étaient venus vous vanter vos mérites que j'avais vus, disant que vous étiez absolument redoutable. Ouais, il manquait que vous d'ailleurs. C'est gentil, vous êtes... je serai dans la prochaine version. Dans la version 15. Laissez-moi le temps de grandir. Ça tombe bien, on est déjà à la 14. Merde, ça va vite. C'est comment d'investir une scène comme le théâtre de la Gaîté Montparnasse pour un gentleman magicien mentaliste. C'est une scène qui est vraiment très chaleureuse, le public est là, il est à côté, etc. C'était un choix d'avoir une scène comme ça? Ouais, parce que moi je fais de l'événementiel depuis 30 ans, donc je suis au contact des gens systématiquement tous les jours sur différents événements. Donc j'ai besoin de ce contact, de cette relation avec le public. Et donc je voulais une salle très intimiste. Et puis j'avais été voir un ami, Antoine Duléry, dans cette salle il y a quelques années. Et je l'avais trouvé magique cette salle et je voulais absolument jouer dans cette salle. Et voilà. Pour que le public soit là, essaye de repérer un peu les trucs. C'est ça aussi qui est intéressant. Non, c'est juste que j'ai besoin du public pour faire ce spectacle. Ce spectacle dure 1h15 et sur 99% du temps, les gens sont avec moi sur scène. Pas tout le monde, bien évidemment, mais un certain nombre. Et voilà, j'ai besoin des gens, j'ai besoin qu'ils soient proches de moi. Et je veux surtout que les gens passent un bon moment. Donc voilà. Vous êtes non seulement bluffant en tant que magicien, alors en plus vous êtes hyper drôle, ce qui ne gâche rien. Non mais c'est pas évident sur scène et ce mélange là justement, je le disais tout à l'heure en présentation, voilà, il y a une génération comme ça d'artistes qui montent sur scène et qui arrivent à être quasiment dans le one man et en même temps dans le
dans la magie. Quand on lance le truc au départ, c'est facile de se dire, ouais, en plus de prendre le risque de marcher avec mes tours, il faut que je marche avec mes vannes. Non, c'est alors encore une fois, comme je fais du close-up et je suis très connu à donc faire des du tours très close-up, proches, voilà, hein. de proximité sur différents événements, parce que ça fait 28 ans que je suis au PSG, 26 ans à Roland-Garros, 23 ans sur le Tour de France et plein d'autres événements, bien évidemment. Ouais, tranquille. Non, mais j'ai. Comme ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait des années qu'on me disait, voilà, t'as un vrai personnage, t'as un vrai univers, fonce. C'est juste une rencontre. Je cherchais pas forcément la lumière parce que je bosse beaucoup, je fais plus de 200 événements par an. Et donc, à un moment, bah voilà, les gens, tout le monde me disait, vas-y. Il fallait juste que je rencontre les bons producteurs. Et je suis tombé sur 2 personnes extraordinaires que j'ai rencontrées il y a un an et qui m'ont dit, allez, on y va. Et c'est parti comme ça. Et c'est marrant parce que lors de la première, j'ai reçu des messages sur Instagram et des gens m'ont dit, on a l'habitude d'aller voir des grands humoristes et on n'a jamais autant ri que pendant votre spectacle. Et il y a encore 48 heures, à la deuxième, donc le 17, des gens sont venus me voir en me disant, mais dont d'autres producteurs qui étaient là dans la salle et qui m'ont dit, mais il va peut-être falloir inverser, c'est-à-dire que c'est plus du stand-up avec de l'humour que alors la magie est là, bien évidemment, mais elle n'est que accessoire. Mais c'est évident, c'est dur à travailler justement cette partie humoristique. J'imagine que c'est celle qui doit vous faire non, le plus. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Moi j'ai la chance de le pratiquer depuis 30 ans et je pense que c'est une question de rythme. C'est le close-up qui rend cette nécessité-là. Ouais, c'est le close-up, c'est la proximité qui fait que tu peux tout. À partir du moment où techniquement t'es entre guillemets, t'es pas mauvais, tu peux aller loin dans les vannes. Ouais. Moi j'ai grandi avec une émission qui s'appelait Coucou c'est nous, et il y avait un monsieur qui s'appelait Bernard Billis qui faisait des tours de magie puis qu'il a fait après je crois au Grand Cabaret de Patrick Sébastien. Il était chez Patrick, il a commencé avec Christophe de Chavannes dans Coucou c'est nous. Oui c'est ça, Coucou c'est nous, exactement, dans les années 90. C'est très difficile le close-up. Je l'ai pas connu, moi j'étais pas né encore à l'époque. Mais... Si. Ça vous l'avez lu dans ma tête, hein. C'est sympa. Le close-up, je trouve que c'est peut-être ce qui paraît le plus difficile parce que on est là quoi et on essaye on est là à essayer de trouver ce putain de tour qui fait qu'on a envie de comprendre. C'est pour moi, alors moi je fais partie d'une génération où tout était compliqué, c'est-à-dire que pour apprendre c'était très compliqué, internet n'existait pas, donc il fallait vraiment apprendre les techniques et pour arriver à faire des tours. Aujourd'hui tout est facile, tout est sur le net, il y a des boutiques partout, tous les jeunes peuvent se mettre à la magie. À notre époque c'était très fermé, c'était des cercles, donc il fallait trouver quelqu'un qui veuille vous enseigner son savoir. Aujourd'hui on fait le buzz, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de buzz sur internet et ainsi de suite. Moi je suis pas cette génération-là, je suis plus à manipuler des cartes, à faire des tours à 2 cm des yeux des gens, parce que pour moi la magie elle est là. Moi j'aime bien tout ce que je fais dans mon spectacle, je prends 100% de risque parce que tout ce que je fais, je le fais en live, c'est-à-dire que je prépare rien. Non, quand je dis je prépare rien, le spectacle il est prêt, mais voilà, entre guillemets, ça peut foirer. Ça peut foirer à tout moment, ouais. Comme les vannes, c'est pareil, ça peut ne pas marcher. Alors, on le sait bien, aujourd'hui c'est très compliqué l'humour parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et puis tout le monde est différent, donc une vanne qui plaît à quelqu'un peut ne pas forcément plaire aux autres. Vous aviez des modèles, des gens qui vous ont marqué, alors à la fois dans ce mélange des genres, évidemment, on pense à Eric Antoine, mais enfin c'est pas le seul, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont, en magicien, enfin on disait tout à l'heure Bernard Billis, mais moi c'est vrai que j'ai grandi, alors j'étais né moi, à la différence de vous, il y avait Gilles Arthur, il y avait Majax, nous on a tous été bercés par Majax, par Gilles Arthur, par Bernard, puis après il y a toute la nouvelle génération qui est arrivée, comme Eric Antoine, comme Gus, comme Maxime Tabar, voilà. C'est quoi un bon mentaliste ? Un bon mentaliste ? C'est un bon magicien. C'est un bon magicien parce qu'encore une fois, je veux surtout pas faire croire aux gens que j'ai des pouvoirs qui n'existent pas. Donc je préfère dire que je fais un tour de magie que de faire croire que j'ai des pouvoirs qui n'existent pas. Et je préfère dire la vérité. Et bon observateur aussi, on imagine. Observateur, alors moi je choisis jamais les gens au hasard. J'ai cette chance quand j'arrive sur scène de choisir les bonnes personnes. Je suis un réalisateur. Je connais mon film par cœur qui sont mes tours de magie. À moi de choisir des bons acteurs dans la salle pour faire un bon film. C'est un gros point commun. Ouais. C'est quoi un bon acteur du coup moi, En tout cas, celui qui regarde ses chaussures pendant tout le spectacle, en espérant pas monter sur scène, il a des chances d'y aller, à mon avis. Moi, quand j'arrive sur scène, alors déjà, je regarde. Alors,
avant, dans le spectacle que j'avais avant, j'aimais bien me mêler aux gens. C'est-à-dire qu'avant que le spectacle commence, j'étais dans la salle, je disais bonjour aux gens et je remarquais un peu le comportement des uns et des autres. Et maintenant, comme je suis derrière le rideau, donc je suis obligé d'attendre. Mais dès que le rideau s'ouvre, en 10 secondes, j'arrive à choisir. Et là, depuis le début, là, on va faire la 4e ce soir, mais pas une seule erreur. D'où la nécessité d'une petite salle. Oui, après tu peux faire la même chose sur une grande salle. J'ai fait le Palais des Congrès, 4500 personnes. Mais on perd peut-être moins facilement. Non, parce que tu regardes dans les premiers rangs. C'est sûr que si tu regardes tout en haut, c'est compliqué. Mais non, ça va très vite. Ça va très vite, mais c'est très rare moi en tout cas, c'est très rare que je me trompe à ce niveau-là sur le choix des gens que je vais faire intervenir. Ça, c'est génial parce que c'est vrai que c'est devenu un peu aujourd'hui, là, quand on va voir des one-man, c'est devenu un peu la tendance de faire monter les gens sur scène. Parfois, c'est souvent très gratuit. Et quand c'est pas gratuit, c'est là que ça marche le mieux, et c'est là que c'est très, très, très efficace. C'est-à-dire que le public devient acteur du spectacle, quoi. Bien sûr, et puis encore une fois, moi je veux que ça soit c'est le public qui est acteur. C'est-à-dire que, encore une fois, je fais intervenir systématiquement des gens sur scène, et je veux surtout à la fin qu'ils disent, voilà, on a passé un bon moment et on a ri. Et là, depuis 4 jours, j'ai plein de messages qui me disent, ou que les gens me disent, voilà, on a passé une soirée, mais on a ri pendant tout le spectacle. Et c'est ça qui est important. Je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de rire. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, oui. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin qu'on soit présent, ils ont besoin que... Et moi, je fais du close-up depuis 30 ans, donc c'est vrai que d'être présent et d'être à côté d'eux, c'est mon quotidien, donc ça change rien pour moi. Vous avez dû apprendre à être acteur, à jouer, ou c'est en fait c'est juste... Non, c'est avec tu sais, quand tu fais... Moi, je fais plus de 200 événements par an depuis 30 ans, donc à un moment, tu te formes sur le tas, quoi. C'est la régularité et puis l'interaction avec les gens. Et c'est se nourrir de ce que les gens Bien sûr, moi je me nourris de ce qui se passe dans la salle. Encore une fois, rien n'est préparé, je connais mon spectacle, mais à moi de diriger les gens. Et puis après, quand tu as du métier, voilà, tu as tes tiroirs et tu ouvres les tiroirs en fonction de ce qui se passe. Et tu balances, quoi. C'est épuisant. 1h15. Ouais. C'est épuisant, un spectacle d'1h15 sur scène comme ça, magie comédie. C'est 1h15 où il y a énormément de rythme. Donc encore une fois, c'est 1h15 de one man, de show. Moi, je suis un showman, donc j'ai besoin que ça bouge en permanence. J'aime pas faire un spectacle où sur 1h15 tu vas faire 5 tours et tu vas raconter ta vie. Les gens, ils achètent un billet pour venir voir un spectacle. Ils viennent voir un spectacle de magie. Il faut qu'il y ait de la magie dans le spectacle. Si c'est pour faire 5 tours sur 1h15, aucun intérêt. Donc chez moi, quand ils viennent me voir, ils rigolent et ils en prennent plein la vue. C'est Jacques Dutronc qui fait l'entrée de votre spectacle pour la chanson ? Non, c'est Gilles Boulot. C'est Gilles Boulot, c'est vrai. Ça aurait pu être... C'était un clin d'œil, évidemment, seconde scène, ou c'est votre vrai nom, ou c'est un clin d'œil à Larsen Non, c'est parce que j'adorais la série Arsène Lupin, et puis encore une fois, à l'époque où j'ai commencé, c'était les magiciens avaient tous des noms d'emprunt, on se faisait pas appeler Paul, Pierre ou Jacques. Donc j'ai appelé Larsen, parce que alors au départ c'était Arsène, et puis tout le monde m'appelait Arsène Lupin, donc j'ai mis un L et ça fait Larsen. Larsen, évidemment. Et c'est d'ailleurs le titre d'un des génériques de la série chanté par Jacques Dutronc qui s'appelait évidemment Larsen. Ouais. Là, vous êtes parti jusqu'à quand alors pour son spectacle ? Jusqu'à l'été au moins ? Non, alors moi je m'arrête parce que contractuellement je suis sous contrat avec une marque de sport depuis 26 ans à Roland-Garros, donc j'interviens à Roland-Garros à partir du 28 tous les midis et tous les soirs. Donc je suis obligé de m'arrêter le 28, c'est pour ça qu'on arrête la gaieté le 28. On prolonge 2 dates au mois de juin, mais encore une fois parce que j'avais énormément de travail sur le mois de juin, donc on prolonge 2 dates. Après je pars sur le Tour de France puisque je vais faire mon 23e Tour de France, donc je vais accompagner les cyclistes pendant 3 semaines, voire même un peu plus, un mois, puisque je ferai le Tour de France féminin ça, ensuite. C'est bien. Après, petite pause, les vacances, comme tout le monde, et puis après, septembre, on va rattaquer en septembre, et puis début de la tournée, je crois que c'est le 8 ou le 9 novembre. Ça, c'est intense. Ça va, vous êtes bien occupé. Non, j'ai pas le temps de... Vous êtes bien occupé jusqu'à... Peut-être Avignon, on espère, une année, mais c'est compliqué. Alors, Avignon, cette année, ça va être compliqué, parce que, encore une fois, ça fait 23 ans que je fais le Tour, et c'est vrai qu'Avignon, c'est en plein pendant le Tour, donc peut-être l'année prochaine, on va voir. C'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait s'y mettre à la magie et qui, par exemple, comme moi, n'est pas incapable de bouger 2 tasses sans les faire tomber par terre ? Mais ça veut rien dire. J'ai rencontré il y a très très longtemps dans une soirée privée Monsieur Petrucciani qui était un virtuose du voilà, il avait quand tu le regardais, il avait pas forcément le physique et les doigts pour faire du piano, mais c'était un virtuose. Donc tu peux avoir des voilà, ça se travaille.
Ça se travaille, c'est une volonté, c'est là que ça se passe. Et puis c'est une drogue parce que quand tu sais faire un tour, forcément tu as envie d'en savoir un deuxième. Et puis quand tu sais que tu peux faire rêver tout le monde et tu peux faire rêver tout le monde. Parce que moi je me suis retrouvé dans des situations où je me suis retrouvé avec des chefs d'État, des agriculteurs, des médecins, des stars planétaires. En 2 secondes ça devient tes potes, donc c'est cool. Ça c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est chouette la magie. C'est un peu comme dans une soirée, c'est un peu comme le mec qui arrive avec une guitare. En règle générale, la soirée se termine bien pour lui, il énerve tout le monde. Mais ça finit bien pour lui. Un bon tour de magie pour finir, c'est un tour qui énerve tout le monde justement parce qu'on voit rien. Un bon tour de magie, c'est pas forcément celui qui demande le plus de travail ou celui qui a le plus de matériel. C'est celui où il y a une bonne réaction du public. Et tout ce que je fais dans mon spectacle, ça retrace un peu mon parcours parce que je parle du Tour de France, je parle de Roland Garros, donc j'ai adapté des tours par rapport à ça. Non, c'est des tours qui me suivent depuis un certain nombre d'années où je sais que derrière j'ai des super bonnes réactions du public. Ouais. Non, on croise les doigts parce que c'est vrai que moi je vous ai découvert, je voyais parfois dans les événements comme ça, mais c'est vrai que je vous ai découvert là sur ce spectacle et je trouve que vous êtes absolument fascinant parce que c'est très difficile le mélange des genres sur scène. Y arriver aussi parce qu'on peut le faire, on peut tenter, ça mange pas de pain. Et c'est vrai que vous mélangez les deux, vous avez cette décontraction assez naturelle. Énervante aussi parce qu'on se dit putain c'est pas possible, il y arrive et voilà et ça match et donc on espère vraiment que le spectacle va être un énorme carton. Cette salle de la Gaîté Montparnasse, moi c'est un théâtre que j'aime beaucoup, qui est vraiment très réussi, pas très loin d'ici vous d'ailleurs. êtes à côté, vous venez à pied. On vient à pied, on traverse. C'est le théâtre de Luc Hamet, non c'est pas ça théâtre de Luc Hamet il me semble. Non, de Louis. Non alors c'est un autre théâtre, il est à côté, le théâtre de Luc Hamet, la voix de Marty McFly de Retour vers le futur. C'est à côté, non mais c'est pas le même. Pour tous les geeks on vous a perdu, là c'est un tour de magie qui vient de rater. Je donne des cours si vous voulez. Après mon spectacle ce soir. De comédie ou de les deux mon capitaine. Au point où j'en suis. Hein, non. Vous me faites un prix de gros. Avant de finir cette émission, vous soyez capable d'improviser un petit truc là ou de nous préparer un petit truc? Ah ouais, moi je peux même te faire disparaître si tu veux. C'est un iPhone, c'est quoi ton téléphone là? C'est un Oppo. Ah ouais, ça existe. Ça aussi. Vous avez un iPhone? Oui. Allez-y, votre prénom? Nora. Ah ouais. Alors on y va, Nora. J'y tiens beaucoup. Hein. Oui, moi aussi. Bien évidemment, c'est le vôtre. On s'est jamais vu? Non, non. Non, on n'a jamais. Jamais. Non, jamais. Pas encore. Jamais. Il a un code ou pas? Bah ouais. Je peux aller dans photos ou pas? Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de photos de mes enfants. Ah, pardon. Est-ce que je peux vous demander de le déverrouiller parce que au bout de 3 fois je le verrouille et c'est pas. Oui, non. Ça, moi qui croyais que le mentaliste. Dans les photos quand même. Moi qui croyais que le mentaliste pouvait découvrir le code. C'est ça, moi je me suis dit, il va trouver le code. Vous pouvez vous mettre sur le calcul. Alors, je fais de la magie, pas des miracles. Hein. Sinon, j'aurais fait quelque chose pour monsieur. Ah oui, ça se confirme. Vous êtes venus ensemble ou sur calculatrice? Ah, calculatrice. Excellent. Je peux donc? Tout ce que vous voulez. Parfait. Donc je peux aller dans photo. Tout à fait. Alors, on y va. Mademoiselle. Oui. Ouais, non, vous tapez 4 chiffres, n'importe lesquels. Tape 4 chiffres, ouais. N'importe lesquels. Et vous faites multiplier. C'est là où il y a la croix. Je multiplie. C'était bien de le préciser. S'il te plaît, tape 4 chiffres, n'importe lesquels. Multiplier. Parfait. 4 chiffres, s'il te plaît. Moi, je vais y arriver, hein, je pense. Tu fais plus. C'est la croix, mais à l'endroit. Et là, je vais vous demander 4 chiffres ou 6 chiffres, vous m'avez dit votre code? 4 chiffres. Allez-y, tapez votre code à 4 chiffres, appuyez sur égal. Je regarde pas. Putain, je me rappelle plus mon code, merde. C'est fait? Voilà, ouais. Égal. Combien de chiffres au résultat? 7. 7. Le premier, c'est un 6. Oui. Le deuxième, c'est un 1. Oui. Le troisième, c'est un 0. Oui. Suivi d'un 4, d'un 7 et d'un 1. Oui. Tu vas applaudir maintenant ou je te donne le dernier d'abord? Le dernier, moi Le dernier, c'est un 0. Appuyez sur C, s'il vous plaît. C, ça va effacer. Oui. Ouais, on y est là? Ouais. Ok, et on s'est jamais vu? Non. Regardez-moi. Excellent, trop facile. Donc ça, c'est votre téléphone, il est... il est beau. Ouais, il est beau, ouais. Ouais, il est cassé aussi. C'est une version 3, mais... Je peux aller... Alors, vous pouvez aller sur image. Vous m'avez dit 4 chiffres ou 6 chiffres? Ah merde, il y avait 6 chiffres, oui. Ouais. Alors, vous avez pensé à 4 chiffres tout à l'heure. Ouais. Alors, comme il y en a 6, mais le premier, c'est un 1. Ouais. Le deuxième, c'est un 0. Ouais. Le troisième, c'est encore un 0. Ouais. Et le dernier, c'est un 1. Ouais. Bah, change de code maintenant. Planquez votre carte bleue, Maxime. Tu peux changer ta carte bleue aussi. Hein. Même, Par contre, dans le couloir, je vous ai vu, je vous ai pris vos bracelets. Non, je rigole. J'y ai cru, hein.
Franchement, Ouais, j'aurais j'étais adoré. On y a tous cru. J'étais là. J'adore ce moment, on y a tous cru à un moment donné. Et c'est marrant parce que vous parliez de Clémentine et Clémentine Célarié. Ouais, Clémentine et Célarié. Et j'étais très en attente de voir le film parce que j'ai vu la bande-annonce et j'adore. Et en plus, Clémentine a été une des toutes premières à me faire passer à la télévision lors de son invitation sur le canapé rouge de Michel Drucker. Il y a quelques années, et donc je l'embrasse. Bah, on embrasse Clémentine, qui est une formidable comédienne. Alors, je rappelle que pour aller voir Larsen, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 27. 28 au midi. 28 après-midi. Ah, juste après, vous Ouais, c'est-à-dire que je suis à Roland-Garros jusqu'à 15h, et à 16h30, je serai à la Gaîté pour la dernière. Il faut aller le voir, il est très bon. Vous en avez eu un petit aperçu là, mais vous allez le voir sur scène, vous allez vous régaler. Merci beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qu'on avait envie de recevoir. Et en plus, merci parce qu'il a dit oui tout de suite pour venir, et c'est un vrai plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui. Merci Larsen. De rien, merci à vous. Au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 28 après-midi. Et en attendant, vous pouvez continuer à voir les combattantes sur... Non, les randonneuses. Les randonneuses. Mais c'est presque ça. Les randonneuses. C'est parce que vous c'est qui des le perturbez, combattantes. je crois. C'est des combattantes. Ouais, mais c'est des perturbées. combattantes, tout à fait. Les randonneuses donc sur TF1 en attendant la saison 2 de cette collection. Qu'on aime beaucoup. Et encore une fois, donc bravo à ces 6 comédiennes formidables qui sont à l'affiche, celles qui sont derrière aussi dans les flashbacks et qu'on voit et qui sont tout aussi bouleversantes, les comédiens et puis toute l'équipe qui t'accompagne sur cette série, Fanny, sur TF1 je rappelle, et sur MyTF1 Max pour pouvoir voir l'intégralité, parce qu'ils sont déjà là, mais attention, on a besoin des audiences, hein. C'est important pour que la collection revienne. De toute façon, il faut le voir plusieurs fois pour... C'est mieux pour bien tout comprendre. Sinon, C'est comme un tour de magie, ouais. C'est pour moi, c'est pour que je comprenne bien. Je voudrais juste mentionner, avant qu'on se quitte, une série qui va sortir en DVD. Tiens, un petit teaser, c'était nos invités il y a quelques mois. Le DVD sort chez l'Atelier d'Images, et voici à quoi ça ressemble, ça s'appelle L'île prisonnière. Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici. Ne faites rien. Ne tentez rien qui puisse vous mettre en danger. Et si aucun d'entre vous ne cherche à devenir un héros, alors tout se passera formidablement bien. Réjouissez-vous. Dans quelques heures débutera un monde nouveau. Et on dira partout que c'est ici que tout a commencé. L'île prisonnière. Dès lundi 13 février à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà, c'est la série L'île prisonnière. Le DVD sort le début du mois de juin chez l'Atelier d'Images. Et c'est évidemment une production française adaptée d'un scénario original de Michel Bussy. Voilà, et donc une série collégiale sur un commando qui prend en otage une île entière. Et ils doivent faire croire à l'extérieur et au continent que rien n'a changé. Donc ils vaquent à leurs occupations. Mais 6 membres de l'île leur échappent et vont tenter la rébellion contre ce groupuscule terroriste qui a pris en otage l'île. Voilà, ça a été diffusé avec succès et potentiellement une saison 2. Du coup, ils nous avaient dit qu'ils aimeraient bien. La série a été un vrai succès, donc ça reviendra, on l'espère, en tout cas bientôt sur France Télé. Voilà. C'était une émission riche, mais on était content de vous avoir tous dans ce plateau. Merci à Maxime qui était à la réalisation. Merci encore Fanny, Tiffaine, Daviot pour cette émission consacrée aux randonneuses. Une magnifique série. Merci aux équipes de TF1 et à la communication qui était avec nous, qui était en studio. Merci beaucoup Larsen et aux équipes com qui nous ont permis aussi de faire cette émission. C'était un plaisir et allez le voir sur scène, il est dingue. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries.